Lacan, nous et le réel, 89e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bien, pour revenir sur le dernier séminaire, donc, et cette impasse, en quoi consiste le bien, donc les services du bien, comme on l'a vu, eh bien, Lacan propose que cette notion de bien soit dépassée par celle du beau pour nous amener sur le chemin de l'éthique. Alors je sais que ça a suscité quand même beaucoup de questions, et donc je vais essayer d'approcher un petit peu cette notion du beau dans la mesure où elle rapproche paradoxalement du réel, puisque l'éthique de la psychanalyse, c'est passer du possible au réel. Donc c'est faire avec le réel. Alors, évidemment, la première considération qui vient à l'esprit dès qu'on parle d'éthique, avec cette notion de bien, et de mal qui lui est intriqué, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de bien sans mal, ce qui s'oublie toujours, notamment dans la traduction fautive du livre de Nietzsche, puisque c'est pas par-delà le bien et le mal, c'est par-delà bien et mal. Et nous avons vu même que le mal prime sur le bien de la même manière que la haine prime sur l'amour, pas dans la mesure où il serait d'une puissance supérieure, mais c'est une enveloppe formelle aussi. Donc c'est-à-dire que le mal est premier. Et ce mal, en psychanalyse, nous le connaissons, c'est le mal entendu. C'est-à-dire que nous sommes des êtres mal entendus. Sur un sujet aussi délicat que celui toujours pendant des rapports de l'homme et de la femme, articuler tout ce qui peut rendre licite, justifier la permanence d'un malentendu obligé ne peut qu'avoir l'effet tout à fait rabalant de permettre à chacun de mes auditeurs de noyer ses difficultés personnelles qui sont très en deçà de ce que je vais citer dans l'assurance que ce malentendu est structural. Or, comme vous le verrez si vous savez m'entendre, parler de malentendu ici n'équivaut nullement à parler d'échec nécessaire. On ne voit pas pourquoi, si le réel est toujours sous-entendu, la jouissance la plus efficace ne pourrait pas être atteinte par les voies mêmes du malentendu. Nous naissons du malentendu et nous sommes malentendus et nous n'entendons même pas, nous n'entendons pas ce que nous nous disons. Donc le mal est à situer de manière originelle dans ce petit grain de sable, et là où nous est posé la question aussi sur la trahison que nous avons vu l'autre fois, donc avec ce héros qui est le seul à pouvoir être trahi impunément. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a impunément dans la phrase, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit pour l'enfant justement de ne pas pardonner, hein, d'une certaine manière, une trahison. Parce que s'il se sent trahi dans le pacte qu'il a avec ses parents notamment, qui est un pacte bien sûr implicite, eh bien, d'une certaine manière, il se trahit lui-même. Donc, le héros ne peut pas être trahi impunément, c'est l'impunément qui compte là, parce que aussi cette première trahison que nous avons commise, qui est ce meurtre du père, qui se matérialise
pour nous dans la matérialisation du monde, c'est-à-dire que nous prenons le mot pour la chose, puisque la chose, nous ne pouvons pas y faire face, c'est impossible, c'est là où justement le beau va nous servir tout à l'heure. Donc, nous confondons le mot et la chose, et donc nous rentrons là à la fois dans le malentendu et dans la trahison, mais ça c'est valable qu'une fois, c'est-à-dire qu'il y a une seule fois où nous avons trahi notre désir, et à ce moment-là, on ne peut l'appeler trahison qu'après coup, parce que sur le coup, bien sûr, comme nous avons affaire à un choix forcé, nous ne pouvons pas considérer cela comme une trahison. Donc nous sommes dans cette dynamique-là, maintenant, d'être pris dans une sorte d'alternative entre je choisis de rester fidèle à la parole, donc au désir, ou je me fonds dans une jouissance, dans quelque chose de plus grand que moi, qui est notamment le collectif. Hein, on le voit ça notamment avec les enfants dans le passage à l'école, et puis là où vraiment la rupture est la plus forte, la plus impressionnante, c'est le passage de l'école primaire au collège. Là, il y a quelque chose de déterminant qui se passe, puisque les enfants là sont vraiment livrés à un tout autre discours, et ils ont assez de structure intérieure pour résister au fait de se laisser aller dans la communauté de langage. S'ils ne parlent pas comme les autres, ils sont ostracisés. Donc aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs, les bons élèves, les enfants qui s'expriment correctement, qui ont eu une éducation où justement le souci de la parole était au centre, eh bien ceux-là se trouvent immédiatement marginalisés à l'école, et ça donne bien sûr une grande souffrance, encore plus grande aujourd'hui qu'auparavant, semble-t-il, pour rester du côté du désir, c'est-à-dire du côté de la fidélité à la parole. Donc nous avons vu que cet axe-là, entre, disons, d'un côté le bien et de l'autre le désir, qui peut se dire aussi d'un côté le bonheur et de l'autre le désir, puisque nous avons vu qu'en fait le choix consistait essentiellement à se situer entre, disons, une promesse de bonheur, entre guillemets, sociale, hein, c'est toute la théorie socialiste, on peut dire, avec notamment Saint-Just, avec son fameux « et le bonheur est devenu un facteur politique », donc une promesse de bonheur collectif par rapport à un désir qui, lui, singularise le sujet et le met forcément en marge de ce collectif. Or, vous le savez, la psychanalyse n'a aucunement un but solipsiste, donc il s'agit de trouver une articulation entre l'individuel et le collectif. Or, le sujet du collectif n'est rien d'autre que l'individuel, c'est ce que dit Lacan, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de trouver le cheminement qui nous mène à une possible collectivité avec d'autres, une communauté, qui n'est pas celle des psychanalystes, hein. Il n'y a pas de communauté de psychanalystes, il y a juste des psychanalystes qui peuvent se reconnaître entre soi, comme dit Lacan, donc entre soi, le R étant une sorte d'obscurité là qui règne, à savoir dénouer un nœud borroméen dans le noir. C'est-à-dire à savoir y faire avec imaginaire, symbolique et réel dans ce qui se passe autour, et se reconnaître dans cette capacité-là d'analyse de ce qui se passe, et donc de trouver où se situe le réel. Parce que, effectivement, le réel, c'est ce vers quoi nous amène cette notion de beau, paradoxalement. Alors, est-ce que ça veut dire que le réel est beau? Non, bien sûr, puisque nous avons vu qu'il y a cette fonction du beau comme une sorte d'apparition qui stupéfie le sujet, c'est-à-dire qu'il le fascine. Et cette notion de beau, elle est indissociable, bien sûr, de cette notion d'objet, puisqu'il faut que quelque chose soit jeté devant pour que nous éprouvions cette sensation du beau, qui nous arrête. Et cet arrêt-là, paradoxalement, nous fait sortir momentanément
de la chaîne signifiante. Pour avoir affaire à la mort, ça ne se passe qu'avec le baume, où là, ça fait touche. J'ai déjà démontré ça dans un temps où je faisais l'éthique de la psychanalyse. Et ça fait touche. Pourquoi? Parce que les choses étant dans un certain ordre rotatoire, ça fait touche en tant que ça glorifie le corps. Là, le principe est la jouissance. Ce qui est forcé, c'est le fait de la mort. Et chacun sait que ce soit au nom du corps que tout ça se produise. C'est bien ce que j'ai autrefois illustré de la tragédie d'Antigone. Et ce qui, curieusement, est passé dans le mythe chrétien. C'est là où, bien sûr, l'apport décisif de la psychanalyse, c'est celui que j'ai énoncé déjà plusieurs fois de Lacan et sa boîte de sardines, c'est-à-dire ce moment où il découvre, notamment grâce à la peinture, donc cette notion de beau, c'est là où il... C'est pas qu'il réfute Freud, mais Freud en arrive à dire sur le beau, nous n'avons rien à dire. Et Lacan va au-delà de Freud en découvrant la schise entre la vision et le regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vision, elle est du côté du sujet, mais que le regard est toujours déjà là, et le regard est un objet. Et c'est un objet qui est à 360 degrés, nous regarde tout le temps. C'est-à-dire le sujet, lui, se sent, même s'il n'y a personne, il se sent regardé. Donc il y a quelque chose qui préexiste à la vision, c'est le regard. Et un jour, sur un petit bateau, avec quelques personnes, membres d'une famille de pêcheurs, dans une petite ville, petit port, et un jour que nous attendions le moment de retirer les filets, le nommé Petit Jean, nous l'appellerons ainsi, me montre quelque chose qui flottait à la surface des vagues. C'était une petite boîte, et même, précisons, une boîte de sardines. Elle flottait là, dans le soleil. Témoignage de l'industrie de la conserve, que nous étions par ailleurs chargés d'alimenter. Elle miroitait dans le soleil. Et Petit Jean me dit, tu vois cette boîte, hein? Tu la vois? Eh bien, elle te voit pas. Ce petit épisode qui trouvait ça très drôle, moi moins. Je vais vous chercher pourquoi moi je le trouvais moins drôle. Ce petit épisode est fort instructif. Ce petit apologue doit nous retenir un instant. D'abord, si ça a un sens que Petit Jean me dise que la boîte ne me voit pas, c'est parce que, en un certain sens, tout de même, elle me regarde. Au niveau du point lumineux, c'est là qu'est tout ce qui me regarde. Et ce n'est point là métaphore. Et ce regard-là, il appartient à l'autre. Donc, il est quelque chose qui, bien que n'étant pas un autre forcément incarné, hein, c'est une instance qui regarde le sujet et qui le regarde de tous les points de vue. Et donc c'est pour ça que ça peut être matérialisé, par exemple, par juste un point de caméra. Voilà. Il n'y a rien de vivant dans un point de caméra, mais ça vous regarde. Donc le ça, là, du ça vous regarde, ça replace justement quelque chose de l'ordre de la chose. Et cette chose-là nous signale la présence d'un réel.
Et c'est seulement à partir de cette possibilité-là d'être saisi par le beau, en quelque sorte, c'est là où je reviens pour la 3e fois d'affilée sur la définition qu'en donne Rilke, hein, ce point où derrière il y a quelque chose de l'ordre de la menace de la chose. Et ça, nous pouvons y accéder paradoxalement par des choses très simples, et notamment ce tableau fameux dont Lacan se sert à la suite de Heidegger, de la paire de chaussures de paysan de Van Gogh. Ce tableau est considéré comme beau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là, beau? Tant que nous nous contenterons de nous représenter une paire de souliers comme ça, en général, tant que nous nous contenterons de regarder sur un tableau de simples souliers vides qui sont là sans être utilisés, nous n'apprendrons jamais ce qu'est en vérité l'être produit du produit. D'après la toile de Van Gogh, nous ne pouvons même pas établir où se trouvent ces souliers. Autour de cette paire de souliers de paysans, il n'y a rigoureusement rien où ils puissent prendre place. Rien qu'un espace vague. Même pas une motte de terre provenant du champ ou du sentier, ce qui pourrait au moins indiquer leur usage. Une paire de souliers de paysans et rien de plus. Et pourtant, dans l'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers les champs, le long des sillons, toujours semblables, s'étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par la terre grasse et humide. Par-dessous les semelles s'étend la solitude du chemin de campagne qui se perd dans le soir. À travers ces chaussures passe l'appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d'elle-même dans l'aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau aux besoins, l'angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre, et il est à l'abri dans le monde de la paysanne. Au sein de cette appartenance protégée, le produit repose en lui-même. Martin Heidegger, chemin qui ne mène nulle part. Après la première approche heideggerienne où il décrit très précisément ce qu'il en est de la fonction de représentation de ces souliers qui évoque l'absence dans la présence, qui évoque aussi la terre, l'homme sur terre, etc. Le fameux quadripartite heideggerien avec les hommes, les dieux, le ciel, la terre. C'est-à-dire que nous sommes convoqués là à une sorte de présence dans l'absence. Et Lacan va plus loin que ça. C'est-à-dire que il amène le sujet à, je crois que c'est ses propres termes, hein, à déposer son regard devant le tableau comme on dépose les armes. C'est-à-dire ne plus être conditionné par ce regard en tant qu'il est un objet petit a. Lacan rajoute deux instances de l'objet petit a, donc le regard et la voix. Et là, c'est le regard en tant qu'objet petit a que nous cherchons dans le monde, non pas forcément à le voir, mais à être vu de lui, puisque ce regard implique un autre qui nous regarde, l'autre en tant que tel. Et donc nous faisons des choses de telle manière que l'autre, nous sachons qu'il nous regarde. Et c'est de là, comme j'en ai déjà parlé, que vient ce sentiment de honte. C'est que l'autre en aurait trop vu sur nous. Il aurait vu notre nudité. Et je parle là, bien sûr, pas de nudité physique, hein, parce que si la nudité physique est effectivement un thème de honte qu'on retrouve dans les fameux tableaux de la sortie du paradis d'Adam et Ève, c'est pas vraiment parce qu'ils sont nus physiquement,
Bien sûr qu'après, il y a une répercussion physique et que, effectivement, le lieu de la coupure, de la césure, le sexe doit être caché. Mais il doit être caché justement pour que nous ne sachions pas que le phallus n'y est pas. Donc, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, le pénis n'est pas à confondre avec le phallus. Et donc, cette notion de nudité, c'est que l'autre pénétrerait au-delà de notre peau, dans le fait que nous sommes castrés. Et nous sommes castrés, ça ne veut pas dire, bien sûr, que ça regarde juste la femme, cette histoire-là, puisque même les hommes, et surtout les hommes, sont castrés. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la parole. Voilà, c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas. Ils vont pouvoir en jouir, s'ils font ce qu'il faut pour ça, c'est-à-dire notamment une certaine éducation, mais un passage, plusieurs passages, notamment le passage de l'Oedipe, qui est prépondérant dans le domaine. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de psychanalystes qui s'imaginent que, enfin, je les appelle psychanalystes, mais c'est pas du tout des psychanalystes, en fait, c'est des psychologues ou des gens qui se prennent pour des psychanalystes parce que ça fait bien de se dire psychanalyste, mais s'ils n'ont pas compris à quel point l'Oedipe était prépondérant dans la construction psychique d'un enfant, comme ça se passe aujourd'hui, ben, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. La psychanalyse, c'est ça, c'est l'instauration de la fonction paternelle, donc, qui s'appelle le nom du père, afin que le déploiement des possibilités psychiques de l'enfant soit amené par la parole jusqu'à assumer la césure, la coupure avec le monde, au point d'arriver presque à la dire, cette césure-là, puisqu'il s'agit d'amener l'instant présent du monde et de le porter à la parole. Donc, quand Lacan, lui, revit cette situation, il se trouve à Londres, et puis là, il est avec une amie, dans un hôtel, où il participe à une conférence, je ne sais quoi. Et puis, cette amie, qui est très perspicace, comme peuvent l'être les femmes, avec leur manière de tout voir et de tout saisir du premier coup, elle dit « Ah, j'ai vu les chaussures de tel professeur, qui était le professeur de Lacan en langues orientales. » Et d'un seul coup, Lacan lui vient en mémoire donc cette skise de l'œil et du regard. C'est-à-dire qu'à partir de cette paire de chaussures, se reconstruit à la fois le personnage de ce professeur qu'il aimait bien, et puis aussi un tas d'autres considérations. Et là, il se rend compte que c'est dans les petits objets de la vie quotidienne que nous est renvoyée sans arrêt cette notion de skise de la vision qui appartient au sujet, et du regard, c'est-à-dire que nous sommes regardés, et puis ça nous regarde. C'est-à-dire que nous sommes appelés dans le monde par cet objet petit a aussi. C'est ce qui nous amène à y aller, hein, entre autres. Pensez maintenant au vieux soulier de Van Gogh, dont il nous fit l'image émerveillante qui fait que c'est une œuvre de beauté. Il faut que vous vous imaginiez les croquenots du professeur D, Ohne-Begriff, sans la conception de l'universitaire. Ohne-Begriff, sans aucun rapport avec sa personnalité si attachante. Pour que vous commenciez à voir, vivre les croquenots de Van Gogh dans leur incommensurable qualité de beau. C'est-à-dire qu'ils sont là, qu'ils nous font signe d'intelligence, si je puis dire, situés très précisément à cette égale distance qu'on vous a indiquée la dernière fois entre la puissance de l'imagination et le signifiant. Que ce signifiant n'est même plus là un signifiant de la marche, de la fatigue, de tout ce que vous voudrez, de la passion, de la chaleur humaine. Il est seulement signifiant de ce que signifie une paire de croquenots abandonnés, c'est-à-dire à la fois d'une présence et d'une absence pure, une chose, si l'on peut dire, inerte, qui est faite pour tous. Une chose, par certains côtés, toute muette qu'elle est, qui parle. Une empreinte qui émerge à la fonction de l'organique et, pour tout dire, d'un déchet qui évoque le commencement d'une génération spontanée. C'est ce quelque chose qui fait de ces croquenots une sorte d'envers et d'analogue d'une paire de bourgeons qu'il s'agit, comme par magie, de faire que, pour nous, ce n'est pas de l'imitation. Et c'est cela qui a toujours trompé les auteurs de la paire de croquenots. La saisie de ce quelque chose par quoi, de par leur position dans certains rapports temporels, ils sont eux-mêmes la manifestation visible du beau.
Jacques Lacan, séminaire L'éthique. Évidemment, s'il n'y avait pas derrière la sexuation et donc l'appel sexuel que va constituer l'objet petit a, dont la femme notamment est la porteuse, puisque la femme est l'objet petit a de l'homme, c'est connu, eh bien, nous n'irions pas dans le monde, nous resterions complètement figés sur place. Donc on voit cette fonction de regard qui appelle un objet, même un objet banal, je dirais, et élevé à la beauté. Alors là, il y a un effet de fascination qui vient justement, paradoxalement, montrer que le désir est un leurre, puisque l'objet n'entre pas dans le désir. C'est-à-dire qu'il n'a de relation à cet objet, le sujet désirant, en l'occurrence, que sur le mode de l'outrage. Donc c'est toute l'œuvre de Sade est basée là-dessus, on en a déjà parlé, c'est-à-dire que Justine est très belle, elle est outragée, Juliette c'est pareil, et puis elle revient toujours dans son corps de jouissance, parce que derrière ça, derrière cet arrêt-là qui est provoqué, il y a la continuation du cheminement du désir qui passe par les raies de la chaîne signifiante, le défilé des signifiants, et qui amène au-delà, donc, à l'inverse du beau, c'est-à-dire à l'horrible, au monstrueux, à ce qui va nous dévorer. Et donc, le beau est lié, paradoxalement, à la mort. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où nous arrivons à concevoir le beau comme beau, que nous pouvons nous saisir de notre condition de mortel. Et c'est seulement à partir de cette possibilité de nous emparer de notre mort que peut survenir une éthique. Une éthique dégagée, donc, comme on l'a vu la dernière fois, de tous les traits pathologiques, des petits intérêts, des petits intérêts réciproques et mesquins, de je te fais ça, tu me fais ça, etc. D'entretenir une relation imaginaire à l'autre, parce que l'autre et l'autre sont encore mêlés, c'est-à-dire l'autre avec un petit a et l'autre avec un grand A. Donc nous avons là, en nous approchant de notre mort, une possibilité de nous servir par avance la question « qu'aurais-je fait de mon désir ?» Et donc c'est là qu'il s'agit de se trouver dans une dimension de l'éthique, puisque il n'y a plus que ça qui puisse nous tenir dès que nous passons cette barrière, ce franchissement-là. Il y a toujours une histoire de ligne de franchissement, et puis se tenir, arriver à séjourner le plus longtemps possible auprès de ce négatif d'où surgit la vérité, c'est ce à quoi sert effectivement le beau. Avant de disparaître totalement du monde, la beauté existera encore quelques instants, mais par erreur. La beauté par erreur, c'est le dernier stade de l'histoire de la beauté. Milan Kundera. Évidemment, c'est pour ça que dans le dernier séminaire, peut-être ça en a choqué beaucoup, mais en tout cas, le service des biens, eh bien, ça va pas bien loin, justement, pour nous amener sur le chemin du désir. Non seulement ça va pas bien loin, mais en plus, c'est opposé au désir. Puisque dans le monde du service des biens, vous êtes là pour servir la civilisation, et puis comme dit Lacan, pour les désirs, vous repasserez. Donc effectivement, c'est pas du côté du désir. Mais pour autant, le service des biens, comme il dit, ça existe. Il ne s'agit pas de rejeter le service des biens. Il s'agit d'arriver à faire en sorte que le travail du sujet, dans sa confrontation à la parole, donc ce qui se fait par l'intermédiaire de la cure, l'amène à un compromis qui ne soit pas une compromission. C'est-à-dire qu'il se tienne du côté de l'éthique et qu'il arrive à faire avec le réel ou faire avec le symptôme, c'est aussi faire avec le service des biens. Donc là, ça nous ramène bien sûr au plan de l'éthique analytique, de se tenir éloigné toujours le plus possible de vouloir le bien. Un psychanalyste qui voudrait le bien de son analysant, vous savez l'équivoque sur laquelle je rigole depuis assez longtemps, vouloir son bien, les gens veulent votre bien, ils veulent tellement, ils insistent pour l'avoir. Donc
il ne s'agit pas de vouloir le bien de l'analysant. Alors, de quoi s'agit-il au juste, s'il ne s'agit pas de lui vouloir le bien ou de lui vouloir du bien? Eh bien, il s'agit de lui apprendre à aimer. Et lui apprendre à aimer, c'est d'abord, comme on le voit dans le banquet de Platon, lui apprendre à désirer. Qu'est-ce que le désir et qu'est-ce que l'amour? Donc, vous savez, tout le travail du banquet de Platon, entre parenthèses, c'est vraiment un texte vraiment extraordinaire. Nous avons une chance inouïe de disposer de ce texte-là parce que il a disparu pendant très longtemps et il a réapparu comme ça et personne ne pouvait s'imaginer à quel point ce texte-là est fondateur de ce que nous pouvons apprendre sur l'amour. D'abord, bien sûr, il y a le fait que Lacan déclare que Socrate était le premier psychanalyste. Parce que justement, loin des procédés des sophistes qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui dans le discours universitaire, on peut le dire, hein, pas seulement à l'université, vous avez quelqu'un qui va vous parler de quelque chose dont il n'a pas la moindre idée, puisqu'il ne l'a pas expérimenté par lui-même. Socrate ramenait toujours tout au vécu intime de chacun. Donc à la question qu'est-ce que la lune, par exemple, il dit mais qu'est-ce que pour toi est la lune? Donc c'est ramener les énoncés à une énonciation, puisque vous le savez, la vérité ne prend pas son statut de l'exactitude de tel ou tel énoncé, mais toujours des conséquences à venir réelles pour le sujet qu'il énonce. Donc Socrate va être celui qui est au centre de l'amour et du désir, comme on l'a vu, puisque au fond, quand le psychanalyste se met en position d'objet petit a, ce n'est rien d'autre bien sûr que de se faire la cause du désir de l'analysant. Mais attention, il n'en fait que le semblant, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le jeu de la séduction. Au contraire même, il va faire en sorte, pour lui apprendre à aimer, à n'être qu'un intermédiaire qui va orienter son désir vers d'autres objets. Donc, le travail, ça va être bien sûr d'articuler cette notion fondamentale de l'amour qui se décline en 3 termes chez les Grecs, Eros, Philia et Agapé, et ça commence avec l'Eros. Donc c'est pour ça que dans le banquet de Platon, comme on l'a vu déjà dans la tragédie où les gens vraiment sérieux qui ont étudié la tragédie, comme Goethe par exemple, la tragédie d'Antigone, ils se disent c'est pas possible, ça c'est une pièce rajoutée. Et ils parlent à ce moment-là de le fait que Antigone se justifie d'une certaine manière du fait que on n'a pas le droit de faire ça à son frère. Parce que si ça avait été son mari, son amant ou quelqu'un d'autre, etc., bon, il aurait été échangeable, entre guillemets, substituable. Tandis que là, le frère, ses parents sont morts, et elle ne peut plus avoir de frère, etc. Ça paraît une argumentation stupide. Et Goethe s'arrête là-dessus et se dit mais c'est pas possible. Là, quelqu'un, un érudit, va arriver à démontrer que c'est quelque chose qui a été rajouté au texte originel de Sophocle. Eh bien non. Lacan démontre que c'est tout à fait fondé et qu'effectivement, ça fait partie de cette dimension de l'entre-deux-morts où il y a une déstructuration à un passage de la ligne et elle est tout à fait fondée à dire ça, et l'équivalent se retrouve dans le banquet de Platon, où le personnage d'Alcibiade, dès qu'il arrive en scène, eh bien on a l'impression qu'il y a une chute dans cette notion d'amour telle qu'elle est déployée au cours du banquet par, disons, ce qui s'appelle l'élite véritable. Là, cette fois, c'est pas comme aujourd'hui, comme on parle des élites, alors que ce sont des crétins qui sont juste des pauvres avec énormément d'argent, mais qui n'ont rien à voir avec cette notion d'élite qu'il y avait encore, c'est-à-dire une possession de la langue et un maniement de la langue qui les amène à pousser leurs investigations, leurs explorations, le plus loin possible dans le sens
pédagogique de la distribution des réflexions par rapport à une époque donnée. Donc, jusqu'à l'arrivée d'Alcibiade, ça semble être des considérations tout à fait intéressantes et même passionnantes. Et puis d'un seul coup arrive ce personnage, Alcibiade, donc un personnage extrêmement controversé, mais un personnage ô combien intéressant, parce qu'il a toutes les qualités, et aussi bien sûr tous les défauts. Donc c'est un personnage où Lacan renvoie au livre de Plutarque, qui s'appelle « La vie des hommes illustres », pour étudier un peu la vie de ce personnage. Savoir que c'est une sorte de pré-Alexandre. C'est quelqu'un qui est à la fois très beau garçon, qui est brillant, qui est éloquent, mais c'est aussi un guerrier hors pair, un stratège, quelqu'un qui va commander la flotte et qui va subir, par l'hubris de son caractère, il va être accusé, mais pas forcément à tort, d'avoir mutilé des statues d'Hermès ou je ne sais quoi à un moment précis. Il va être évacué de la cité. Et il va faire quelque chose qui en Grèce est absolument impardonnable, c'est de trahir sa cité. Il va passer à l'ennemi, une fois, avec les Spartiates. Ensuite, il va passer une deuxième fois à l'ennemi avec les Perses. Puis, chez les Perses, il va user de son influence, parce que les Perses détestaient les Grecs, sauf lui, parce qu'il attire l'attention, et il était même le premier qu'a aimé Socrate, et donc il va réussir à sauver Athènes, et demander de revenir à Athènes. Bon, finalement, l'histoire va finir de telle manière qu'il va être tué, et de loin, parce que les gens avaient peur de lui, mais il était en même temps extrêmement brillant, et il démontre les paradoxes de l'amour. Et le banquet, c'est vraiment, pour Lacan, l'instauration de la possibilité de saisir le rôle du psychanalyste, qui n'est pas de vouloir le bien de l'autre, mais de l'amener à désirer, de l'amener à l'éros, justement, mais un éros qui ne soit pas dirigé vers lui. Donc ça, c'est tout le travail justement de Socrate, et aussi, donc c'est là où on retrouve l'un des paradoxes qui nous permet de saisir quelque chose de l'ordre de la beauté, puisque Socrate est considéré comme laid, c'est-à-dire un homme très laid. Et donc de cette manière, on voit qu'il n'y a pas de corrélation directe entre l'amour et la beauté. Et que même lui, il se sert de ça, justement, et aussi de son mariage, parce que c'est le premier uxorieux de l'histoire, on peut dire. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, ils ont sorti le terme de féminicide, ils emploient partout, etc. Alors qu'il existe déjà uxoricide. Depuis très longtemps, ça fait partie du droit. Donc, ils semblent redécouvrir la lune chaque jour, là, les fondateurs de la novlangue. Et donc, ce sont des gens qui sont, disons, soumis à l'instance féminine. Et même Freud est un peu accusé de ça par Lacan. Et là, Socrate, entre sa femme Xantippe et sa propre qualité de laideur, on peut dire, la beauté cachée des laits, attire néanmoins tout l'amour. Parce que justement, c'est pour montrer que l'amour a quelque chose à voir avec la parole. C'est-à-dire qu'elle est capable de métamorphoser les formes et qu'il n'y a pas d'amour véritable qui ne saurait avoir lieu sans la parole. Et là, nous avons dans le passage, disons, de l'éthique de la psychanalyse à cette notion de transfert et au fait que le psychanalyste, lui, dès qu'il voudrait le bien de son analysant, forcément il y a quelque chose qui va mal se passer. Parce qu'il y a quelque chose là qui coince et qui montre qu'il n'est pas dans l'analyse, qu'il est autre part. Mais l'analyse, c'est apprendre à aimer, parce que c'est apprendre à désirer. Alors Alcibiade, bien sûr, fait des avances à Socrate. Il est considéré comme ivre, c'est-à-dire qu'ils ont bu la veille. Et évidemment, Socrate, c'est là où il manifeste avec le plus d'exemplarité la fonction du psychanalyste. C'est que il lui dit que ce désir-là n'est pas pour lui. Il est pour Agathon. Et l'autre découvre effectivement cette sorte de transitivité où l'analyste
effectivement, s'il capte le désir de l'analysant, c'est pour l'amener à la parole et c'est pour l'amener à désirer ailleurs et de lui apprendre à désirer, donc à faire avec le réel. Donc c'est ce en quoi, notamment, sert cette fonction du beau, qui est de faire avec le réel, et que ce réel-là, justement, est invisible. C'est-à-dire qu'il est au-delà du beau. Le beau est la dernière frontière avant le réel. C'est pour ça que le beau intimide le désir, parce que le désir, comme je vous ai dit la dernière fois, s'avance vers la jouissance, il passe la première barrière, donc on a vu qu'on va passer une ligne, on va se situer entre deux lignes, donc entre deux morts, et il vise quelque chose qui n'a plus d'objet. C'est-à-dire que il n'y a plus de beau là, parce qu'il n'y a plus d'objet. Donc évidemment, le beau se métamorphose en horrible là. Donc c'est la terreur, les terreurs nocturnes, etc. C'est-à-dire que nous sommes à l'opposé de ça, juste par un effet de signifiant, de langage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais le propre du langage, donc, c'est que les signifiants s'enchaînent selon des modes qui sont ceux décrits par Freud déjà, avec l'inversion, le déplacement et la condensation qui font que le désir qui est intimidé dans un premier temps par le beau passe de l'autre côté de la ligne et se trouve effrayé, dépassé par ce qu'il voit. Et donc c'est comme si, au fond, chaque peintre véritable mettait en scène dans son tableau, ou chaque artiste visuel, disons, quelque chose qui dise « Tu veux voir au-delà? Tu veux vraiment savoir ce qui te regarde? Regarde. Dépose tes armes là, pose ton regard ici. » Et là, le tableau lui montre quelque chose de l'ordre de sa finitude, de sa mort. C'est-à-dire que c'est une forme qui est finie, et au-delà de ça, il y a un chemin où il n'y a plus d'objet. C'est une image, il n'y a plus d'objet. C'est juste une image. Comme dit Godard, c'est pas une image juste, c'est juste une image. J'avance. Assurément, dans le tableau, toujours se manifeste quelque chose du regard. Le peintre le sait bien, d'autres aussi la mort. La recherche, la quête et l'exercice, et vraiment, qu'ils s'y tiennent ou qu'il en varie, la sélection d'un certain mode de regard. Assurément, ça a une vision particulièrement approfondie et perspicace. Dès que ceci aura été avancé devant vous, il sera livré. Car regardez des tableaux, même les plus privés de ce qu'on appelle le regard, constitué par une paire d'yeux, même dans les tableaux où toute représentation de la figure humaine est absente. Dans tel tableau de paysage d'un peintre hollandais ou flamand, suffisamment averti, vous finirez par voir, littéralement comme en filigrane, quelque chose de si spécifié pour chacun des peintres que vous aurez le sentiment de la présence du regard. Mais ce n'est là qu'objet de recherche, et après tout, d'illusion, peut-être. La fonction du tableau, par rapport à celui à qui le peintre, littéralement, donne à voir son tableau, a un rapport avec le regard. Ce rapport n'est pas, comme il semblerait à une première appréhension, d'être piège à regard. On pourrait croire
tel l'acteur, le peintre dit au m'as-tu vu et désire être regardé. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a un rapport au regard de l'amateur, mais qu'il est plus complexe. Le peintre, à celui qui doit être devant son tableau, donne quelque chose qui, dans toute une partie au moins de la peinture, pourrait se résumer ainsi. Tu veux regarder, eh bien, vois donc ça. Il donne quelque chose en pâture à l'œil, mais il invite celui auquel le tableau est présenté à déposer là son regard, comme on dépose les armes. Et c'est là l'effet pacifiant, apollinien de la peinture. C'est que quelque chose est donné, non pointant au regard qu'à l'œil, mais il comporte cet abandon, dépôt du regard. Comme tel, il appelle le sujet à ce niveau où il a déposé son propre regard. Au fond de mon œil se peint le tableau. Je suis ici dans une entière ambiguïté. Le tableau certes est dans mon œil, et moi, je suis dans le tableau. Et donc, dans le fait de se laisser regarder par l'image qui te regarde, nous regarde, eh bien, il y a un au-delà de cette image, derrière l'image, là où le sujet se convoque dans le réel en tant qu'il est cette chose, justement, qui le convoque sans arrêt et qui le freine sur le chemin de son désir, parce que c'est là où le beau lui-même vient pour indiquer qu'il y a un leurre dans cette histoire, que l'objet est un objet de leurre et que le beau est le dernier moment avant le terrible qui va dépasser et qui le conduit à sa propre mort. Là seulement se prend en compte la possibilité pour le sujet d'être du désir, un être de désir, donc appelé à le dire, appelé à la parole. Son acheminement est un acheminement vers la parole. Il n'y a plus d'objet autre que ce que porte la voix devant lui, y compris le silence, qui est le degré le plus élevé de la parole, et de faire face à ce vide-là qui est au cœur de cette pulsion de mort originelle vers quoi Freud est allé jusqu'à la fin de sa vie pour l'explorer et qui différencie radicalement de toute philosophie, c'est de considérer, en fait, même comme on l'a vu la dernière fois, que le créationnisme dont on parle en psychanalyse, c'est pas les histoires de la mousse religieuse, c'est juste de pouvoir reprendre à zéro, c'est-à-dire de considérer un manque, un vide originel qui est au centre, au cœur de tout désir et qui ne sera jamais comblé, qui ne sera jamais atteint. Donc il y a quelque chose là de l'ordre d'une, non pas d'une résignation, mais de faire avec le réel, qui permet justement de revenir dans une autre perspective, dans ce rapport que nous avons avec les autres, avec les petits autres, qui sont médiés toujours par ce grand autre qui, lui, a, par le sujet qui nous constitue, une dimension de réel. Puisque là se définit vraiment le sujet en tant qu'il n'est pas la subjectivité, puisque le sujet a toujours une face réelle. Il oscille sans arrêt jusqu'à être cette coupure elle-même entre nous et le monde. Le monde est radical. Il est radical à la constitution même de la subjectivité telle qu'elle nous apparaît par la voie de l'expérience analytique. Ce que, si vous le voulez, j'aimerais énoncer
cette formule, dès que ça se sait, quelque chose vient au savoir. Il y a quelque chose de perdu. Et la façon la plus certaine d'approcher ce quelque chose de perdu, c'est de le concevoir comme un morceau de corps. On peut repartir aussi sur cet exemple qui illustre parfaitement bien la différence qu'il y a entre les psys, psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, dont le diminutif est psy, avec la psychanalyse, le psychanalyste, dont le diminutif est analyste. C'est une histoire, là, racontée par un ami d'une jeune femme qui nourrissait beaucoup de complexes et était très intimidée, très réservée, elle était inhibée, elle n'arrivait pas à parler en public, etc. Elle suit une de ses psychothérapies et puis elle devient une artiste de ce qui s'appelle stand-up, donc s'exhibe devant un public. Et on considère ça comme une grande réussite, etc. Alors, oui, c'est une réussite du point de vue social. Mais est-ce que c'est ça la finalité d'une vie? Est-ce que c'est de s'exhiber en stand-up devant 300 ou 10 000 personnes, peu importe? C'est ça que questionne la psychanalyse. C'est-à-dire que la réussite rapportée au seul critère du discours dominant, c'est-à-dire une réussite, une orthopédie sociale d'insertion sociale, c'est pas forcément un bon signe pour le sujet, puisque si elle avait développé des symptômes de cet ordre-là, c'est que peut-être justement à l'inverse de ce qui est considéré comme une sorte d'orthopédie, elle avait une jouissance exagérée à se faire voir de l'autre, et que d'une certaine manière, sa pulsion-là, en étant assumée et exhibée comme ça, eh bien, elle est en train de passer à côté de son désir, justement. C'est-à-dire, c'est sa volonté, mais c'est pas le désir. Le désir, c'est autre chose. Donc, ça veut pas dire qu'elle ne peut pas faire, que c'est ou ça, c'est la manière dont le sujet se rapportant à la parole comme tierce, comme quelque chose qui vient interdéfinir son sujet avec le monde, ce qui s'appelle le monde, c'est-à-dire son objet petit a, eh bien ce qu'elle en fait et la manière dont elle assume sa position dans le monde, ce qu'elle est capable d'en dire, qui va l'amener sur le chemin de son désir. C'est pas forcément une résolution directe et facile comme l'arachnophobie où on met les gens en présence des araignées jusqu'à ce qu'ils en aient plus peur. Ce qu'ils n'en aient plus peur, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Il s'agit pour le travail de l'analyse justement d'amener le sujet à son désir. Et le désir n'est pas un équivalent de la volonté. Le désir, c'est autre chose. Et il y a même un antagonisme profond entre le désir et la volonté, puisque je ne veux pas ce que je désire, ou je désire ce que je ne veux pas. C'est très souvent le cas. Et donc c'est en mesurant cet écart entre la volonté et le désir aussi que se tient la clinique analytique, qui n'est pas une clinique de tout repos, qui n'est pas un pansement, qui n'est pas une manière de se sentir mieux, d'être soi, etc., toutes ces conneries qu'on entend aujourd'hui, là, mais qui est d'amener le sujet vers l'assomption de son désir. Donc tu apprendre, faire en sorte qu'il apprenne lui-même à désirer, à aimer, ce qui est le plus difficile, et bien sûr, à partir de là, ne plus disjoindre l'amour de la parole. Les mots font l'amour. Il n'y a pas d'autre. On ne peut pas le dire de manière plus ramassée que ça, ce petit mot d'André Breton, j'allais dire Aragon, mais là c'est André Breton, ce petit mot d'André Breton que reprend Lacan, les mots font l'amour. Voilà ce sur quoi intervient
le psychanalyste et ce en quoi la psychanalyse véritable n'a rien à voir avec la psychothérapie ou la psychologie. C'est tout à fait autre chose parce que ça répond à un autre discours. Ça, je me suis assez échiné à le démontrer pendant des années. Le discours de l'analyste est un discours meubien qui n'a rien à voir, qui n'est pas accessible du point de vue des autres discours. C'est-à-dire, c'est pas accessible à ceux qui sont pris dans le discours capitaliste, mais c'est même pas accessible à ceux qui sont pris dans le discours universitaire, puisqu'il y a une antipathie de structure. Donc, il s'agit d'y mettre sa peau pour y accéder. Sans y mettre sa peau, sans y jouer soi-même son propre sujet, c'est le vertige de perdre tout appui dans l'autre, dans le système symbolique, c'est impossible de parler de psychanalyse. Tous ceux qui parlent de psychanalyse et qui n'ont pas fait une psychanalyse amenée jusqu'à son terme logique, c'est tout simplement des imposteurs. Bon, c'est la mode des imposteurs, hein. Tout le monde est en position d'imposteur, donc nous avons là juste un grand suivisme qui caractérise une époque, avec le Mozart de la finance en premier, et maintenant on a les Mozart de la diplomatie. Mais la psychanalyse, c'est tout à fait autre chose. Ce en quoi elle se tient à l'écart, bien sûr, et puis elle n'est pas au centre des débats, et elle ne sera jamais, puisque ça concerne juste quelques-uns, non pas au sens où ça serait pas un universel, mais c'est le contraire d'un pourtoussisme. C'est-à-dire que le désir du sujet y est convoqué, et il faut que ce désir s'y investisse intégralement, que ce soit un choix du sujet, et très souvent le choix du sujet est fait parce qu'il n'a plus d'autre choix. Alors, j'ai une petite citation de Lacan qui dit « On ne se réveille jamais. Les désirs entretiennent les rêves. La mort est un rêve, entre autres rêves, qui perpétue la vie. Celui de séjourner dans le mythique. C'est du côté du réveil que se situe la mort. La vie est quelque chose de tout à fait impossible. Qui peut rêver de réveil absolu ?